Je l'avais programmé, mais donc voilà. Je suis désolée, vous allez voir un petit peu mon écran là. On va partager le diaporama. Donc, je te laisse aller, Francis. Oui, merci Annie. Alors, bonjour tout le monde. C'est une première du Salon de l'emploi virtuel, c'est une première aussi pour nous. Alors, je me présente, Francis Bélanger, conseiller d'orientation au Centre de services scolaires des Phares, ici à Rimouski. Et je suis avec Annie Caillouette, également conseillère d'orientation à Action Travail Rimouski-Négette et qui œuvre également en pratique privée. Alors, cette initiative-là de concert avec le Salon virtuel de l'emploi a été aussi mis en place aussi par le table de concertation des conseillers d'orientation du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un regroupement de conseillers d'orientation qui se réunissent et qui ont comme principal objectif de mieux faire connaître les services d'orientation au grand public et faciliter également l'accès des services d'orientation à ces gens-là. Alors, c'est un peu la nature de notre travail. Maintenant, vous allez voir, on a cette présentation-là, mais je veux aussi vous mentionner que, et peut-être que ce sera accessible pour vous par la suite, qu'il y a, outre la conférence, notre table de conseillers d'orientation, on est à l'œuvre également au niveau du chat. Donc, si vous voulez interagir directement via le chat avec un de nos collègues, donc c'est possible. Vous pourrez y aller après là, si c'est de mise pour vous. Et également, on a un répertoire, toujours sur le site là, du Salon virtuel de l'emploi, on a un répertoire de tous les services d'orientation au Bas-Saint-Laurent, donc de l'Apocatière à Matane, en passant par le Témiscouata et la Matapédia également. Donc, tous les endroits où vous pouvez avoir des services d'orientation. Alors, c'est un petit peu la publicité que je voulais faire, outre la présentation qu'on va vous faire. Alors, dans le fond, ce webinaire-là qu'on vous présente actuellement, ça s'inscrit donc dans le Salon virtuel de l'emploi parce que le point de départ de toute recherche d'emploi, ça revient donc au but où on s'est fixé. Puis, c'est alors là que l'orientation, ça prend tout son sens parce que c'est plus facile de chercher, de trouver, puis de conserver son travail quand ce qu'on cherche est clair puis qui est bien identifié. Puis ça correspond le plus possible à qui l'on est. Donc, c'est pour ça que le ciment de tout ça, avant tout, c'est avoir un choix professionnel réaliste, réalisable et aussi qui va être satisfaisant. Aussi parce que savoir ce que l'on veut faire, c'est parfois complexe. C'est vraiment pas simple. Notre société est de plus en plus complexe. Il y a des décennies, il n'y avait pas beaucoup de choix de carrière. Il n'y avait pas beaucoup de personnes aussi qui faisaient de longues études, qui faisaient des carrières. Maintenant, il y a une multitude, une prolifération de tout ça. Alors, c'est plus complexe, comme d'autres sphères de notre société également. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on fait un choix de métier. Et aussi, c'est que ce n'est pas statique. Ça évolue au fil du temps. Il y a des choses, il y a des constantes qu'on observe toujours chez les individus, mais on change, on avance en âge et tout ça, et il y a des choses aussi qui se modifient en cours de route. Donc, l'orientation est un processus continu. La présentation qu'on vous fait, on n'a pas la prétention de clarifier votre avenir professionnel en 1 heure, mais on veut que ce soit un moment d'arrêt, une pause, une réflexion, afin de vous aider à faire le point où est-ce que vous en êtes actuellement, puis de vous fournir certains outils pour la suite des choses. Il y a beaucoup de facettes à prendre en compte dans une démarche d'orientation, donc nos intérêts, qu'est-ce qu'on aime, nos aptitudes, dans quoi qu'on a de la facilité, nos valeurs, nos motivations, certaines exigences personnelles qu'on peut avoir face à un emploi, tout le monde scolaire puis de la formation et le marché du travail. Donc, c'est large. Mais cet atelier, on le fait avec un angle qui est davantage de faire un certain bilan de votre parcours passé et récent et actuel,
puis d'initier une réflexion pour ce qui s'en vient pour vous, pour le court, le moyen et le long terme. Donc, à la fin de notre présentation, moi et Annie, on pourra répondre à vos questions là, avec grand plaisir. Alors, voilà, je te laisse parler des objectifs, Annie. Oui, parfait, merci. Donc, bonjour, mon nom est Annie Caillouette, comme Francis l'a indiqué, également conseillère d'orientation. Donc, j'accompagne depuis plus de 10 ans des personnes de tous les âges dans leur réflexion en vue des études ou en vue d'un bilan professionnel en cours de route. Il y a toujours des situations qui peuvent nous appeler à faire le point, en fait, sur notre situation. Et l'objectif de la conférence, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre en quoi ça consiste une réflexion sur sa situation professionnelle et de vous inviter ou de vous inciter à la débuter ou à la poursuivre si vous vous trouvez dans une situation qui demande à faire le point. Donc, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les gens viennent nous consulter pour faire le point, faire le bilan professionnel, pourquoi est-ce qu'ils souhaitent changer ou vivre de l'inconfort. Qu'est-ce qu'on change quand on envisage une transition professionnelle ou quoi que ce soit? Vous avez sûrement toutes vos raisons propres, vous avez sûrement tous déjà vécu un moment dans votre vie professionnelle où vous aviez eu besoin de faire un petit bilan. On va vous outiller également sur comment changer. Ce n'est pas des transitions qui sont évidentes. Et on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas. C'est quoi les facteurs qui feraient en sorte qu'on demeurerait dans une situation ou dans une autre. Et on vous outille également à savoir quoi faire pour vous aider dans votre situation. Je te laisse. Donc, excusez-moi, je gère les deux éléments en même temps. Je vais également admettre les nouvelles personnes qui arrivent dans la salle. Si vous souhaitez poser des questions, on va le faire à la toute fin. On va avoir une période de questions à la toute fin. Il y a le chat également on va regarder vos questions à la toute fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questionnements. Mais on va le voir à la toute fin parce que là, je ne peux pas gérer la présentation et le Zoom en même temps, malheureusement. Donc, voilà, à toi, Francis. Oui. Les différentes étapes de la vie au travail, je dirais que comme personne, on traverse toutes des étapes différentes au fil du temps. Je dirais de la petite enfance à l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, etc. Donc, sur le plan physique, intellectuel, psychologique, affectif, il y a des transformations au fur et à mesure des différentes étapes. Puis c'est la même chose également au niveau de notre vie au travail. Bien qu'on reste la même personne, il y a certains aspects qui sont en mutation, puis chaque étape de notre vie a ses propres caractéristiques. Donc, c'est intimement lié, notre vie, les différentes étapes de notre vie au travail, à nos étapes de vie personnelle, à nos transformations que l'on vit, donc sur tous les aspects que je viens de vous mentionner. Et là, je vais regarder avec vous les étapes, je dirais, les plus significatives que l'on peut vivre dans sa vie de travailleur et de travailleuse. Et là, je vous m'en garde, c'est sûr, ce n'est pas des absolus. Quand on voit 23 à 27 ans, 28 à 32 ans, donc, ce n'est pas figé dans le temps. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus tard que ça arrive. Il y a certaines personnes qui vont vivre certaines étapes avec beaucoup plus d'intensité ou qui vont vivre certaines étapes sur une plus longue période que les 5 ans que vous voyez là. Il y a des personnes aussi des étapes qui vont moins vivre de manière intense, là. Donc, on s'entend que c'est certains stades de référence pour être capable, vous, de vous situer, dépendamment à quel âge vous avez actuellement. Et peut-être aussi, vous allez vous faire une petite rétrospective de certaines étapes de votre passé, comment ça s'est passé. Donc, c'est pour voir un petit peu les changements qui s'opèrent durant notre vie de travailleur.
Puis il y a certaines personnes à remarquer que, dépendamment de ce qu'ils vont vivre, des fois, il y a des changements majeurs dans notre vie, des choses très importantes qui se passent, soit négatives ou même positives, qui vont peut-être revenir un peu à l'arrière dans une étape qu'ils ont déjà passée parce qu'ils ont besoin de revenir à cette étape-là pour davantage la consolider. Et Francis, je me permettrais de dire oui. que aussi, ça nous fait voir que l'accompagnement en orientation, hein, ce n'est pas seulement au secondaire. On peut avoir la conception des conseillers d'orientation qui accompagnent les jeunes, mais maintenant, avec les changements fréquents du marché du travail, ça nous amène à vivre différentes transitions professionnelles et l'accompagnement en orientation, le questionnement sur sa vie professionnelle peut survenir à tout moment. Donc, la première étape, 23 à 27 ans, et là, vous allez dire, j'ai commencé bien avant 23 ans à travailler. Donc, c'est sûr que il y a tous les petits emplois, l'école et tout ça, mais normalement, des gens qui vont entreprendre un travail régulier, sur du plus long terme, quelque chose de plus stable. On parle à partir à peu près de 23 ans, bien que vous avez pu avoir certains petits travails, petits boulots antérieurement. Donc, ce qui caractérise cette période-là, c'est qu'après avoir donc été sorti de l'école ou avoir travaillé avec des petits emplois temporaires successifs, on arrive avec tout notre bagage puis notre histoire personnelle. Et là, la représentation qu'on se fait de notre carrière, et là, il y a vraiment un décalage souvent important qu'on va ressentir, qu'on va éprouver au début de nos premières années de travail. Donc, on arrive avec notre bagage, puis avec la préoccupation de faire sa place, mais il y a souvent beaucoup de soubresauts quand on arrive là, dans un rythme régulier de la vie de travail qui est vraiment intégré et installé. Donc, on s'aperçoit du décalage et ça peut déjà, en partant, amener de nombreuses remises en question, même parfois avec le goût de plier bagage vers d'autres emplois. Donc, il y en a, ça peut arriver, donc, c'est une période aussi où on est très vulnérable à l'évaluation puis aux idées des autres. Donc, c'est pas long qu'on se remet en question parce que là, on ne se sent pas nécessairement adéquat, là, surtout dans ces premières années-là. Donc, il y en a qui vont avoir souvent le réflexe de dire « OK, je plie bagage puis je m'en vais ailleurs ». Donc, c'est une période, même pour des gens, on dit c'est le fun, ils sortent, il y a de l'ouvrage, ils ont un beau diplôme. Des fois, sur le plan personnel, c'est assez difficile à vivre, cette intégration-là. C'est comme si on était en train d'atterrir sur la planète travail, puis il y a certains soubresauts. Ce n'est pas toujours facile et évident. Ensuite, quelques années plus tard, après qu'on s'est un peu plus stabilisé, installé, on parle d'un chemin, on cherche un chemin prometteur. Donc, on cherche à découvrir comment on pourrait réussir à tirer son épingle du jeu dans cette jungle-là, une fois qu'on s'est un petit peu stabilisé, cette jungle qu'est le marché du travail. Alors, on essaie d'identifier dans quel champ d'activité on pourrait être le plus compétent ou le plus habile à travers notre travail. Donc, il y a différentes pistes là, et on essaie de voir qu'est-ce qui serait bien que je pourrais m'insérer dans le cadre de mes fonctions, ou que je pourrais parfaire, ou que je pourrais me diriger un peu plus avec ce que l'organisation peut m'offrir. Ça peut être une étape où on va souvent qu'on va se rapprocher parfois de quelqu'un de plus expérimenté, un peu plus âgé, qui peut nous servir un peu de guide ou de mentor. Donc, on va être dans le sillage souvent d'une personne qui est significative pour nous autres et qui va nous tirer vers l'avant, qui va nous aider à justement à faire notre chemin puis à tracer notre propre sillage à nous. Ensuite, la période 33 à 37, donc approximativement, on l'appelle la course à obstacles effrénés. Donc, l'adulte, il s'est engagé dans une course où il doit aller à un rythme accéléré puis de surmonter des obstacles. Il sent qu'à ce moment-là de sa carrière, à cette tranche d'âge-là, il y en a une période, un summum de performance. Il y a quand même un peu d'expérience, il y a encore il y a toute sa jeunesse. Alors, ces bons coups vont lui donner du prestige puis de la crédibilité, mais les moins performants, eux autres, ils viennent de restreindre quand même beaucoup de possibilités d'avancement. Il est là beaucoup l'enjeu à cette étape-là. Donc, on sent qu'il
il y a une course à obstacles, il y a beaucoup de compétition dans l'air et c'est là qu'on va se démarquer ou moins. Et donc, il y a un jeu souvent de collègues qui peut se faire également pour savoir qui aura, les meilleures places. 38 à 42, alors là, on parle de chercher d'un essai de ligne directrice. Alors, c'est à la fois la période du mi-temps de la vie, donc en principe, on a à peu près la moitié de notre vie de vécu, et là, il y a beaucoup de questionnements de toutes sortes qui émergent. C'est aussi un peu le mi-temps de notre carrière également. Donc, on est à peu près la moitié de notre temps de travail de fait. Alors, on fait un peu un certain bilan, surtout face à une série d'échecs puis de réussites. Ça peut être des échecs et réussites partielles ou totaux, ça dépend. Puis, on se demande quelles leçons on doit tirer de tout ça. On ne veut pas continuer à s'illusionner parce que souvent, on avait des attentes très, 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 très grandes par rapport à la carrière, par rapport à notre travail. Et il y a une question typique souvent qui va surgir, c'est « ai-je fait le bon choix? » Donc, beaucoup de gens dans cette strate d'âge-là vont consulter parce qu'on se dit « bon, j'ai à peu près la moitié de ma vie de fait et la moitié de ma carrière de fait. Le prochain bout, je le vis comment? J'ai connu des succès et des échecs, mais j'ai-tu fait le bon choix? » Donc, il y a un temps d'arrêt à ce moment-là. 43-47 ans, on l'appelle la recherche d'un fil conducteur. Donc, on tente de faire le point puis le pont entre ses activités professionnelles antérieures, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis celles à venir. Alors, on se dit de quelle manière je peux relier tout ça, que je peux donner une certaine uniformité à tout ça. On est un peu plus confortable dans ses fonctions après avoir acquis suffisamment d'expérience et on sent qu'on a plus le temps de penser pour la suite de sa carrière parce qu'avant, c'était très, très, très rapide. On n'avait pas beaucoup de temps de réfléchir, puis on se dit, bien, j'ai un peu plus le temps et on veut voir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite de sa carrière. On essaie de déterminer des nouveaux buts en prenant compte des expériences antérieures. Donc, c'est peut-être retenir, on essaie beaucoup de faire une jonction entre le passé et ce qui s'en vient pour qu'il y ait une continuité dans tout ça. 48 à 52 ans, là, on parle d'un stade qui est la modification de la trajectoire. Alors, on a souvent renouvelé ou revu sa conception du travail à cet âge-là. On se sent solide, on a un bagage mieux intégré, puis on souhaite modifier quelque peu sa trajectoire. Quelque peu, ça ne veut pas dire nécessairement changer de travail. Donc, on se voit encore jeune tout en ayant beaucoup d'expérience. Puis, la modification, par exemple, ça peut être très, très léger, comme je disais, très subtil. Ainsi, il ne s'agit pas nécessairement de modification à ses tâches, mais ses préoccupations puis son regard face à ses tâches peuvent se modifier. Donc, on peut faire la même chose, mais on ne voit plus ça de la même manière. On veut donner à ce qu'on est habitué de faire un autre sens, une autre dimension à ça. Donc, par exemple, on va être peut-être plus sensible à des aspects humanitaires ou sociaux par rapport à ce qu'on fait. On va essayer de voir qu'il y a un second degré à ce qu'on fait. En tout cas, on a cette quête-là. 53 à 57 ans, on cherche une sortie prometteuse. Donc, vous sentez que la fin de la carrière, du travail approche. Donc, on se sent davantage face à l'éventualité d'un départ imminent, même si ça pourrait prendre encore 10 ans. Mais ça commence à se faire sentir à ces moments-là. Alors, c'est sûr que ça amène des remises en question. On semble considérer ce qu'on vit comme une dernière étape avant le compte à rebours de son départ. C'est comme si, après ça, ça va être le compte à rebours, mais c'est ma dernière étape. Alors, ça peut soulever des questions angoissantes, même sur la finitude de la vie, même en général. Et c'est un moment où on désire maintenant laisser sa marque, de se faire confirmer à quelque part que l'importance qu'avait notre contribution. Et c'est là, parfois, que va prendre un peu, pour plusieurs qui vont devenir des mentors auprès de plus jeunes collègues, comme ils ont déjà été quand ils avaient 33 à 37 ans, qui ont eu du mentorat de certains collègues. Bien là, c'est à notre tour. On veut donc
on commence à penser à ce qu'on va laisser comme héritage là, au niveau de ses réalisations. 58 à 62 ans. Donc, c'est une réflexion sur la retraite. L'adulte, il se sent dans une situation de transit entre sa carrière puis l'étape de la retraite, qui est une autre étape de vie. Alors, il voit ça sur deux angles, même si vous allez trouver que ça peut avoir une conclusion similaire, mais il va voir ça soit sous l'angle de la carrière, donc comment s'accrocher ou se détacher du marché du travail. Donc, son point de départ, c'est par rapport à son travail, et soit qu'il va vouloir vraiment s'accrocher coûte que coûte, ou au contraire, il regarde à décrocher, puis ou il va voir ça, l'autre pendant de ça, par rapport à la retraite. Alors, il va regarder comment il peut la devancer ou au contraire, comment il peut la retarder. Donc, c'est ça qui l'anime à ce moment-là. Et finalement, la dernière phase, 63 à 67 ans, chercher une utilité sociale. Donc, pour certains, cette situation se veut un refus de la réalité de la retraite, parfois associée à la mort. Donc, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés de lâcher prise, qui ne veulent pas aller à la retraite, qui ne veulent pas arrêter parce que pour eux autres, ça a une dimension là, qui est très anxiogène. Pour d'autres, par exemple, cette période se fait de façon beaucoup plus positive. Le rendement est mis au second plan au profit d'une utilité personnelle et sociale. Donc, certains vont changer d'occupation ou alléger leur horaire de travail. C'est ce qui caractérise cette dernière étape-là. Puis, en conclusion, je vous laisse sur un questionnement que vous pourrez vous arrêter à un moment donné, un peu plus tard. Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, alors, où est-ce que moi j'en suis actuellement dans ma vie de travail face à ces étapes? Aussi, quelle période vous a apporté le plus de satisfaction? Et quelle période vous a amené à vivre de plus grandes difficultés et questionnements? Donc, ça peut être un exercice à tenter de vous situer actuellement et qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous, là, tant d'un point de vue de satisfaction qu'un point de vue de difficulté. Voilà. Donc, Francis, tu continues avec pourquoi changer? J'enchaîne? Oui. Donc, pourquoi changer? Et quand je vous dis ça, pourquoi changer, c'est que la question est plus importante qu'elle en a l'air. Puisque identifier puis nommer là où les raisons pourquoi on veut changer, c'est peut-être votre cas, vous, cet après-midi. Donc, c'est important de bien s'arrêter à savoir pourquoi moi je veux changer. Différentes raisons. Est-ce que mon travail, est-ce qu'il est ennuyant? Alors, si mon travail est ennuyant, je me trouve pas à mon travail, je m'ennuie, c'est pas stimulant. Donc, alors, c'est sûr que c'est une raison qui est différente que la deuxième, que mon travail est au-delà de mes compétences. Donc, on peut vouloir changer dans un cas comme dans l'autre, mais la nature de votre motivation est très, très différente. Donc, si mon travail est ennuyant, c'est que je gère dans mon travail, je suis là puis je ne suis pas là tout à fait. Si mon travail est au-delà de mes compétences, ben, c'est une autre source d'insatisfaction qui fait que je n'arrive pas avec un rendement qui est positif, qui est satisfaisant pour moi ou pour mon supérieur. Donc, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour m'acquitter correctement de mes tâches? Je n'arrive pas à trouver ma place, donc je suis un peu, excusez l'expression, un petit peu no-name dans mon organisation. Je n'ai pas vraiment de reconnaissance et de statut par rapport à ce que je fais. Je suis là, ça ne dérange pas. Je ne suis pas là, ça ne dérange pas non plus. Donc, est-ce que je n'arrive pas à trouver ma place? Ça peut être parce que j'ai vécu des expériences de travail insatisfaisantes. Donc, des choses très difficiles à vivre, qui me laissent sur mon appétit, qui me laissent
qui me laisse carrément donc insatisfait et je n'arrive pas à trouver un bien-être au travail. Donc, je me sens, de manière générale, je ne me sens pas bien. Les journées sont lourdes, les journées sont lancinantes. Donc, ce sont des raisons, il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont des raisons souvent que les gens vont invoquer pour vouloir changer. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui me déplaît, pourquoi je veux changer, et que ce n'est pas juste de dire ben, je veux changer, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est une réponse facile, une réponse courte. Il faut savoir pourquoi on n'aime pas ça. Parce que ça va, premièrement, ça va mettre des mots sur des choses que vous vivez et ça va vous aider pour la suite des choses, à savoir qu'est-ce que je ne veux plus retrouver ou qu'est-ce que je veux retrouver maintenant dans mon prochain travail, dans ma prochaine occupation. Vivre ces situations-là, on peut le vivre à différents degrés, vous en conviendrez. Il y a des choses qui peuvent se vivre, on va dire, bon, ben, en attendant, je vis cette situation-là, je suis bien conscient de ce que je vis. Ça peut être ce qu'on appelle un compromis noble. C'est que malgré tout, pendant ce temps-là, j'arrive quand même à m'acquitter de mes responsabilités personnelles et familiales. J'arrive à tirer un revenu là, qui me permet de vivre carrément. Donc, il peut y avoir un compromis qui est noble en disant, bien, je suis conscient, je mets des choses de côté, mais mon travail aussi m'apporte des choses qui, pour le moment, sont essentielles pour moi. Donc, je suis capable de composer avec la situation, bien que je trouve qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Par contre, si c'est des compromis là, qui sont abaissants au lieu d'être nobles, qui sont inacceptables, ce n'est pas une situation que vous devez tenir longtemps parce que ça peut mener à une conclusion moins élégante, moins intéressante. Ça peut vous amener à être malade. Donc, il y a des gens qui endurent des situations qui sont intenables. Donc, ça, il faut se situer par rapport à tout ça. Donc, en dire, bien, je fais un compromis actuellement, mais j'ai un plus pareil dans tout ça, c'est une chose. Mais si vous vous sentez complètement dépossédé, complètement un peu abaissé, justement, par rapport à la situation que vous vivez, c'est des choses à ne pas prendre à la légère parce que votre santé, tant physique que mentale, pourrait en dépendre. Ça peut être une belle occasion dans le compromis noble également de profiter du moment pour aller faire justement ce bilan, faire le point, pour aller trouver des options peut-être plus satisfaisantes, trouver des voies de passage qui pourraient être plus prometteuses. Et comme le dit Francis, une autre des raisons là, qui incite les gens à changer tout simplement, c'est parce qu'ils ne peuvent plus continuer. La santé est affectée. On entend souvent parler de burn-out, d'épuisement professionnel. Peut-être que c'est du langage que vous n'êtes pas non familier. Donc, ça, c'est quand on se rend à l'épuisement professionnel, on arrive dans un moment où est-ce qu'on en vient à se dévaloriser, le sentiment de compétence a payé le prix, l'estime de soi, la confiance en soi. Alors, il y a des moments où est-ce qu'on doit saisir le momentum pour dire, OK, là, je ne suis plus dans une fatigue normale, je suis dans une fatigue d'épuisement. Et lorsqu'on tombe en épuisement, c'est soit qu'on n'est pas sur notre X, hein, on n'est pas dans notre terrain de jeu, en quelque sorte, le travail est en surcharge ou est au-delà de nos compétences. Il peut être aussi en deçà de nos compétences qui crée plus justement l'ennui, la fatigue. On va parler de présentéisme. Donc, on va au travail, mais ça ne nous parle pas tant que ça. On y va parce qu'on a le travail, mais on n'a pas tant de stimulation et de satisfaction que ça au travail. Donc, c'est peut-être également un bon moment, si on est dans l'épuisement ou dans l'obsolescence, là, dans le fait que le travail devient ennuyant, c'est peut-être des bons moments pour prendre soin de soi et envisager un avenir plus stimulant. Donc, une autre raison pour changer, parce qu'on est dans pourquoi changer. Et là, bon, ça, c'est souvent, c'est pas nous qui le choisissons.
parce que j'ai perdu mon emploi. Puis perdre son emploi, je ne vous dis pas un emploi que vous avez plus ou moins d'attachement pour votre emploi, puis qui est pour vous autres, au départ, un emploi de passage. Mais il y a des gens pour qui, peut-être que ça vous est arrivé, que vous étiez très attaché à un emploi, que vous étiez bien dans votre emploi et que tout d'un coup, vous le perdez pour toutes sortes de raisons, mais vous perdez votre emploi quand vous étiez très lié à cet emploi-là. Donc, peut-être que vous êtes familier un peu, mais ça se passe également dans la perte d'emploi. Il y a un certain, pour des personnes, c'est une étape de deuil, malheureusement, qui commence quand on est très attaché à un emploi et qu'on le perd. Alors, comme tout, c'est une perte, donc au départ, bien, il y a un choc. Hein? C'est le moment qu'on apprend la nouvelle, bien, la personne est consternée et sidérée, davantage si elle ne s'y attendait pas du tout. Donc, elle peut être vraiment sous le choc, là, ne pas réaliser ce qui se passe. Et rapidement, bien là, il y a une phase de déni. Donc, on ne peut pas croire à l'information reçue, on met en doute, on dit, bien vraiment, ce n'est pas possible, ça ne se peut pas, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Donc, il y a une certaine négation de la situation. Et toutes ces étapes-là, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal qu'on passe par là. Ensuite, bien, on passe par une situation qu'on parle de colère puis de marchandage. Donc, il peut y avoir une forte vague d'émotions, peut-être des remords, ressentiments, du dégoût. Ça peut être dirigé soit par rapport à soi-même ou par rapport à l'employeur. Puis là, l'employé peut tenter de faire renverser la décision ou le renvoi. C'est là le marchandage un peu. Donc, c'est comme s'il essaie de négocier un peu un arrangement, il essaie de négocier un revirement de la situation. S'ensuit ensuite une période de tristesse, dans certains cas, un certain désespoir, vraiment, ça c'est un bout qui est très, très, très difficile. Et c'est suivi, et toutes ces phases-là, c'est sûr que les premières phases sont un peu plus rapides, là, mais la tristesse puis l'acceptation, ça, c'est variable un peu plus dans le temps. Donc, l'acceptation, donc la perte, elle peut être acceptée, puis la personne devient plus réaliste face à son expérience d'emploi, puis elle peut aussi en tirer des apprentissages. Et éventuellement, elle va commencer, ce qu'on ne voit pas là, mais ce qu'on appelle une phase de reconstruction. Donc, la personne reprend contact avec son potentiel, avec ses ressources personnelles, avec son énergie, et là, elle se fixe des nouveaux objectifs. Et souvent, bien, quand dans les situations, je dirais, un peu plus nourrissante de ces étapes pas faciles-là, bien, elle va réinvestir, elle va peut-être sortir des fois plus forte que ça, puis elle va réinvestir ce qu'elle a vécu ça va servir de tremplin pour son prochain emploi. On voit souvent ce processus de deuil-là, en fait, de façon plus évidente encore lorsque, moi je le vois davantage lorsque j'accompagne des gens qui ont eu un accident de la route ou qui ont eu un accident de travail qui doivent absolument changer de travail. Les étapes du vécu, du deuil, ça fait partie du processus et ça demande un certain temps pour pouvoir traverser tout ça. Et lorsqu'on est accompagné, c'est plus évident de saisir qu'on est en train de vivre ces étapes-là. D'autres signes qu'il est temps de changer, si vous vivez des insatisfactions, de la frustration, de la démotivation au travail, si au niveau des conditions de travail, ça en devient inconfortable pour vous, ça ne correspond plus à ce que vous souhaitez. Si votre travail ne fait plus de sens, si vous avez un sentiment d'incompétence ou encore un manque de reconnaissance, ça peut être des situations très appropriées pour venir faire le point. Si l'atmosphère et le climat de travail également est tendu, les modifications dans les tâches, les responsabilités ou le manque de temps et d'énergie pour sa vie personnelle. On est toujours à la recherche comme humain d'une certaine satisfaction globale dans nos projets de vie, dans nos sphères de vie. Et le travail en fait partie. Et donc, on va vous parler de différents services qui peuvent être gratuits ou en privé à la fin. Donc, restez avec nous pour en savoir davantage. Maintenant, quoi changer?
Qu'est-ce qu'on cherche à changer quand on change d'emploi? C'est là que rentre en compte ce qu'on appelle, puis je pourrais dire, pourquoi travailler? Qu'est-ce que le travail m'apporte? Et si on élabore sur le fait que spontanément, la plupart des gens, quand on leur poserait cette question-là, pourquoi tu travailles? On va répondre spontanément, pour gagner de l'argent, pour payer mon logement, mes termes, pour vivre, pour ramasser des sous, faire des projets. Donc, je dirais 99% des gens vont répondre ça. C'est pour le revenu, c'est pour avoir de l'argent. Alors, c'est clair que c'est vrai, mais pourquoi il y a tant de gens qui sont indépendants de fortune, des gens riches, mais qui veulent quand même travailler? Ou je vous poserai aussi la question, pourquoi il y a des gens qui sont très, très riches, très bien rémunérés, puis qui ne sont pas heureux à leur travail, malgré tout ça? Donc, il y a un chercheur qui a identifié, lui, il dit il y a principalement 7 raisons, on appelle ça les retombées du travail, 7 raisons pourquoi une personne travaille. Donc, dans un premier temps, là, je ne les classe pas par ordre d'importance, mais dans un premier temps, comme on l'a nommé, il y a le revenu. Donc, ce n'est pas juste aussi par choix, mais aussi par nécessité. On a besoin d'argent pour vivre notre quotidien en société. Donc, le revenu. Ensuite, ce qu'apporte, par exemple, aussi le travail, ça apporte un statut puis une appartenance. Je vous dirais que si on recule il y a bien des années, des décennies, on avait un statut social souvent par filiation. Donc, on était le gars ou la fille à un tel, à une telle. On était souvent connus comme ça. Maintenant, vous êtes souvent identifié par votre statut. Vous êtes le plombier, vous êtes le facteur, vous êtes l'épicier du coin. Donc, on identifie beaucoup les gens par rapport à leur statut et à leur appartenance. Donc, si bien que des gens parfois qui ont perdu leur emploi ou même quand ils s'en vont à la retraite, c'est quelque chose qui est assez angoissant. Des fois, on n'a plus de statut. On dit, avant, j'étais justement plombier, mais maintenant, je suis monsieur un tel. Donc, ça a perdu un peu de son lustre. Donc, le travail, ça, c'est une retombée qui, souvent, pour les gens, est très nourrissant. Ça leur apporte un statut. Donc, ils sont considérés en fonction de leur travail. Autre retombée du travail, les relations interpersonnelles. Donc, dans le cadre de notre travail, on côtoie des collègues, on côtoie des subalternes, on côtoie des patrons, on côtoie de la clientèle. Donc, toutes sortes de relations qu'on noue et qui sont, pour plusieurs, très nourrissantes. Des fois, on est bien content de voir des collègues de travail qui deviennent également des amis. Donc, c'est riche aussi, un travail, par rapport à cette dimension-là. Quatrième retombée du travail, les réalisations. Donc, les réalisations, ce que me permet le travail de faire, de produire. Ça peut être quelque chose de physique, ça peut être la maison qui est là, j'ai aidé à la bâtir, j'ai contribué à la bâtir. Donc, probablement que les gens qui passent devant cette maison-là toutes les fois savent qu'ils ont mis la main à la pâte. Donc, c'est une réalisation. Pour d'autres, ça peut être des réalisations plus abstraites un peu plus, ou ça peut être de réaliser, mettre sur papier un document que vous avez produit, une étude. Ça peut être les services que vous rendez. Donc, quand vous travaillez, vous réalisez des choses qui ont une valeur pour vous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important de voir le travail, le résultat du travail. Il y a des gens, une petite parenthèse, qui ont besoin de réalisations plus concrètes et plus rapides. Des fois, il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans un travail parce qu'ils se disent « Ouais, mais ça prend du temps avant de voir les effets de mon travail. » Donc, des fois, ils ont besoin de quelque chose de plus tangible. Pour d'autres,
ils sont capables d'un peu plus. Il y a des gens qui vont travailler toute leur vie à chercher un remède dans un laboratoire. Donc, ils vont consacrer une vie de temps par rapport à ça. Donc, c'est toujours dans cette quête de réalisation-là. Cinquième élément qui a l'air, je dirais, plus simple, mais je vous dirais qui est fondamental, c'est la gestion du temps et de l'espace. Quand on travaille, déjà, on occupe un lieu, que ce soit un bureau, que ce soit à l'usine, que ce soit, on se promène, on a un camion, on se promène, on fait de la livraison. Donc, on occupe de l'espace. Et on est géré, notre temps est géré. Donc, si vous travaillez de 8h30 à 5h, bien, tout le reste va prendre forme à partir de votre travail. Donc, vous allez vous lever X temps à l'avance, votre dîner est prévu de telle heure à telle heure. Donc, le temps, il gère puis il module le reste, la gestion du temps et de l'espace, il gère puis il module le reste de vos activités hors travail. Par exemple, je vous dirais que les gens qui sont mis à pied après de longues années, ça a été documenté plusieurs fois. Il y avait des gens qui avaient travaillé des années et des années de temps, des ouvriers, qui ont été mis à pied. C'est sûr qu'il y avait des préoccupations par rapport à leur revenu, comment que je vais vivre, leur statut aussi. Ils perdaient un peu de leur statut, de leur image. Ils ne voyaient plus nécessairement les personnes avec qui ils travaillaient. Mais ce qui a été le plus dommageable pour ces gens-là, ça a été la gestion du temps et de l'espace parce qu'ils étaient habitués depuis des années à un horaire très précis, à un espace très précis, ce qui fait que c'était, d'une certaine manière, c'était sécurisant. Donc, les gens qui, du jour au lendemain, là, ils cherchent, ils sont perdus un peu dans leur espace, puis le temps n'a plus le même sens, la même signification. C'est quelque chose qui est assez anxiogène, mais le travail nous permet justement d'avoir un cadre par rapport à tout ça. Ensuite, le travail comme rôle clé. Alors, le travail permet de jouer un rôle clé de l'existence. Donc, on occupe tous différents rôles. On est étudiant, on est parent, on est consommateur, on est citoyen, etc. Puis celui de travailleur, lui, il est capital parce qu'il permet d'assurer les autres rôles de façon satisfaisante. C'est souvent autour de notre rôle de travailleur que les autres rôles se distribuent et s'affirment. Et finalement, travail, ça donne un sens à notre vie. Donc, c'est de dépasser nos besoins de survie tout en trouvant notre mission, puis en l'accomplissant, ça amène un sentiment d'avancement personnel et ça sert aussi d'élément de motivation. À l'extrême, vous avez peut-être connu des gens, moi j'en ai connu un peu, pour qui le travail, ils vivaient quasiment pour travailler. C'était vraiment des travailleurs. Il n'y avait pas beaucoup d'autres vies, par exemple, mais pour eux autres, la vie, c'était beaucoup le travail. Ils étaient habitués à travailler, puis c'est ça qui donnait du sens à ce qu'ils étaient puis à leur vie. Donc, ça, c'est les 7 retombées du travail. Puis, en conclusion, je vais vous suggérer un exercice. Vous pourrez, en réfléchissant à votre début, peu importe l'âge que vous avez, quand vous avez débuté à travailler, essayez de placer en ordre d'importance les 7 retombées lorsque vous avez commencé à travailler. Qu'est-ce qui était le plus important? Et maintenant, vous pourrez par la suite, dans un deuxième temps, placer en ordre d'importance les mêmes 7 retombées aujourd'hui. Donc, quand vous avez débuté et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Et vous pourrez par la suite voir. C'est sûr que quand vous rencontrez quelqu'un en orientation puis vous va faire un exercice comme ça, là, je vous présente rapidement comme ça, mais on regarde ça, puis dans un premier temps, je vous fais faire
l'exercice quand vous avez commencé à travailler. Puis ensuite, on fait celui où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Mais vous pourrez, une fois que les deux seront faits, regarder est-ce qu'il y a des modifications majeures. Y a-t-il des changements dans tout ça? Donc, ce que ça pourra indiquer, c'est qu'est-ce que je plaçais en priorité, moi, au début de ma vie de travailleur. Puis maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes? Par exemple, je vous donne un exemple, le revenu. Bien, souvent, quand on est un peu plus avancé dans notre carrière, des fois, c'est un peu moins important qu'au départ. Parce qu'au départ, on a beaucoup de besoins, on veut faire sa place, on a des choses à payer, à acheter, tout ça. Ça ne veut pas dire que ça change non plus. Peut-être que pour des gens, c'est toujours ce qui est le plus important. Mais c'est un peu l'esprit de vous faire cet exercice-là si vous en avez le goût. Alors, voilà. Donc, je veux simplement vous dire que normalement, la conférence est prévue pour 1 heure, mais je crois qu'on va déborder un petit peu. Donc, soyez prêts à cela. On a du temps de lousse sur Zoom, donc c'est pour le mieux. La place du travail dans ma vie. Donc, comme Francis vous invite à vous questionner, vous pouvez prendre le temps de prendre une petite seconde là, pour vous questionner la vie professionnelle. Quelle place est-ce qu'elle prend dans ma vie? Quel impact elle a également? Hein? Quand on n'est pas bien au travail, on peut avoir des impacts dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans la vie personnelle. Et vous pouvez vous demander, est-ce que j'ai du pouvoir pour modifier cette qualité de vie au travail-là? Quels moyens est-ce que je peux prendre pour aller de l'avant et améliorer ma situation? Et bien évidemment, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, quand on vit un inconfort, souvent on veut changer automatiquement pour pouvoir trouver mieux, meilleur. Sans nécessairement faire une analyse de qu'est-ce qui ne va pas. Et parfois, ce n'est pas l'ensemble de nos compétences, l'ensemble de notre bagage. Parfois, ça peut être contextuel, ça peut être lié aux tâches ou aux fonctions qu'on occupe dans une organisation particulière avec des normes et des pratiques particulières. Et ça peut de prendre le temps de faire l'analyse aussi en macro, donc au niveau du marché du travail, des valeurs qui sont véhiculées par rapport au sens que ça fait pour nous. Arriver à trouver son X, ça peut demander du temps et parfois une organisation peut être bonne pour nous ou moins bonne pour nous. Donc, c'est important de bien cibler pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et toutes ces belles compétences. Donc, il faut prendre le temps. On en fait maintenant avec la question « Comment changer? » Donc, ce n'est pas évident. Hein? On est dans un poste, un emploi depuis un certain temps, on a fait des études, on s'est investi temps et argent dans un domaine en particulier. Changer, ça peut faire peur. Ça peut animer des craintes, ça peut animer la peur de l'inconnu. On ne sait pas comment procéder. On ne sait pas si on a toutes les ressources pour le faire. Et surtout, on n'est pas outillé nécessairement pour faire tout le bilan nécessaire. Donc, pour commencer, ce qu'on vous recommande, c'est de faire un bilan de vos ressources, justement, en termes de connaissances, de compétences et d'aptitudes. Quels sont vos traits de personnalité, vos valeurs, votre réseau, votre santé physique, psychologique, vos diplômes, vos projets, vos facteurs de réalité? À cela, on ajoute bien sûr tout votre contexte organisationnel, vos descriptions de tâches, analyser vraiment en profondeur votre terrain de jeu également. Qu'est-ce qui vous suscite le plus de sentiments d'efficacité personnelle? Et par la suite, une fois que cet examen, cette étape, il y a souvent des gens qui viennent nous consulter qui veulent avoir une réponse au niveau de, bon, quel emploi, quelle formation, quel métier je vais faire autrement pour répondre à l'inconfort. Mais il y a toute l'étape de la connaissance de soi, de savoir qu'est-ce qui est important pour soi avant d'aller voir quelles sont les opportunités pour moi. Quelles sont les opportunités qui correspondent à ce que j'aspire. Et pour savoir ce que j'aspire, il faut faire le point.
J'ai rencontré beaucoup de gens dans mon parcours professionnel également qui n'avaient jamais pris le temps de faire ce bilan de leurs propres ressources personnelles, qui avaient choisi un peu par opportunité. Mais je n'ai jamais rencontré personne, par contre, qui n'avait pas de profil personnel particulier, des compétences, un terrain de jeu particulier, des attitudes ou des talents à mettre au service de la collectivité du marché du travail. Et donc, c'est toujours intéressant de découvrir ce qu'une personne en particulier porte pour qu'éventuellement on trouve le meilleur match possible, en quelque sorte, pour elle dans le marché du travail, mais il y a toujours une responsabilité aussi de soi, de trouver son bon match dans le marché du travail, hein. C'est un travail en continu. Donc, on vous invite également à passer à travers un processus de décision que Francis va aborder avec vous. Ah, je n'ai pas parlé du marché du travail, donc effectivement, pour trouver le bon match, on va tenter d'aller faire l'exploration du marché du travail pour trouver au maximum possible une option qui pourrait vous correspondre. Le processus de décision en orientation professionnelle, c'est que nous, on nous a enseigné souvent et largement quand on était aux études, ça se rapporte aux mêmes choses qu'un processus de résolution de problème. Peut-être que vous en avez déjà pris connaissance. Donc, il y a comme 4 grandes étapes qui sont à considérer et que quand que vous consultez en orientation, souvent on va, pour plusieurs conseillers d'orientation, ils vont s'inspirer un peu de ces 4 grandes étapes-là. Dans un premier temps, on parle d'exploration. Donc, au cours de l'exploration, ça consiste à se renseigner sur soi puis sur le monde. Un peu comme Annie vient de vous en parler. Sur soi, ce sont ces qualificatifs personnels. Ce que j'aime, dans quoi je suis bon, les valeurs et tout ça. Donc, je veux dire, regardez un peu ces qualificatifs, ces ressources personnelles, ces limites également. Donc, avoir vraiment un air un peu plus, une vision un peu plus juste de ça. Et le conseiller d'orientation va vous aider justement à clarifier ces éléments-là, à les doser, à les tempérer également. Puis, dans cette exploration-là, il y a soi, mais il y a l'environnement également. Donc, l'environnement, le marché du travail, le marché de la formation. Des fois, on ne passera pas nécessairement par de la formation, mais il faut savoir qu'est-ce qui est possible en termes de formation. Et au niveau du marché du travail, donc la nature des emplois, les différentes tâches, les salaires, les perspectives d'emploi, etc. Donc, c'est de faire un bon tour, une bonne exploration de toutes ces possibilités-là. Ensuite, l'étape de la cristallisation, c'est un beau grand mot pour nous dire que là, on va être capable, à partir de cette étape-là, de faire certains regroupements. Donc, c'est un peu de classer, d'ordonner les informations qu'on a explorées afin d'en dégager un portrait clair et être capable de se positionner après ça. Donc, certains regroupements, par exemple, vous avez regardé différentes choses, puis on s'aperçoit dans tout ce que vous mentionnez qu'il y a l'aide aux individus, par exemple, est au cœur d'à peu près tout ce que vous parlez ou presque. Donc, là, il y a une certaine cristallisation par rapport à l'aide aux gens, mais ça peut être sur d'autres éléments. C'est un exemple que je vous donne. Vient ensuite la phase de la spécification. Donc, c'est de passer en revue les différents scénarios possibles pour restreindre les options. Donc, vous avez différents scénarios, différentes avenues professionnelles que vous avez identifiées, différents scénarios. Et là, on va les peser et sous-peser chacun des éléments parce que c'est sûr que si vous optez pour le scénario 1, voici les avantages et les inconvénients qui en retournent, tandis qu'un autre scénario, ça va être peut-être d'autres avantages et d'autres inconvénients. Donc, là, vous avez quand même beaucoup plus focalisé et là, on va peser et sous-peser le tout. Puis par la suite, c'est la réalisation. Donc,
ça consiste à mettre en place un plan d'action puis à le réaliser. Donc, à partir de maintenant, aujourd'hui, le 24 mars, j'ai terminé ma réflexion, ma démarche. Qu'est-ce que je fais dans le temps et dans l'espace? J'ai à refaire faire mon CV, j'ai à faire une demande d'admission, j'ai à avoir de l'aide par rapport à peu importe l'élément avec une autre ressource. Donc, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Donc, c'est un plan d'action dans le temps et dans l'espace. Et vous pouvez avoir un plan A, puis vous pouvez avoir un plan B. Le tout sous le regard de 3 critères. Un choix qui est réaliste, donc comme on dit, qui se tient debout, qui se peut, qui est réalisable, donc que vous allez être en mesure, puis que vous allez, si vous n'avez pas les ressources, que vous allez trouver les ressources pour le réaliser, et qui va être satisfaisant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de négatif ou qu'il n'y aura rien de contraignant, mais somme toute, c'est quelque chose qui vaut la peine, qui vous intéresse, que vous avez le goût de vous investir là-dedans. Donc, à travers ces trois sphères-là. C'est un peu le processus décisionnel qui vous est amené. Puis souvent, on va le représenter comme un entonnoir. Donc, au début de l'entonnoir, vous êtes en exploration. Il y a toutes sortes de possibilités. Et là aussi, on vous laisse libre cours aussi. Là. Comme je dis des fois aux gens, on va devenir un peu plus sérieux plus tard. On va devoir tenir compte de certains facteurs de réalité, certaines choses qui sont possibles et d'autres pas possibles. Mais là, au départ de l'exploration, on laisse notre imagination puis notre fantaisie y aller, puis on regarde toutes les possibilités. On est au début de l'entonnoir. Et au fur et à mesure qu'on l'entonnoir rétrécit, bien là, on passe à la cristallisation. Et ensuite, en tout dernier, c'est la spécification pour mesurer la valeur et la validité des choix. Alors, voilà pour, de manière très succincte, les grands scénarios, les grandes étapes d'une démarche d'orientation. Je dis scénario parce que on voit la diapositive suivante. Puis pour vous mettre en contexte un peu là-dedans, c'est que alors, parfois, les gens qui sont insatisfaits de leur emploi, ils sont prêts à tout balancer pour changer, puis ils croient qu'en balançant tout, la situation, ça va régler le problème. Pour prendre la remarque tantôt d'Annie, ils veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, on voit ça souvent. Donc, des gens qui disent « je ne suis pas satisfait », puis ils pensent que c'est un 180 degrés qu'ils doivent faire. Alors, parfois, c'est ça. Parfois, c'est un 180 degrés. Puis, je vous dirais que des fois, surtout quand on est rendu à 30, 40, 50 ans, c'est un peu plus insécurisant aussi de faire un 180 degrés parce que c'est sûr que ça va souvent nous amener à renoncer aussi à des choses que l'on a des fois dans notre travail. Mais ce n'est pas toujours la situation. Je vous donne en exemple 4 grands scénarios des gens, et surtout des adultes, là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être dû préciser, ça s'adresse peut-être un peu plus aux adultes, parce que on voit toutes les étapes là, de développement là, pour les gens. Donc, ça, comme vous avez vu, ça demande quand même un certain vécu. Là. Mais 4 exemples de scénarios. Donc, les gens qui, des fois, vont consulter, ils se rendent compte, là, après des échanges, après avoir échangé avec le conseiller, que ce n'est pas nécessairement un changement à 180 degrés, mais le maintien de l'emploi actuel en négociant des ajustements. Donc, ça peut être, des fois, là, ça peut être l'horaire, ça peut être un allègement des tâches, ça peut être plus de responsabilités, ça peut être, j'aimerais ça être un peu plus, dans mon entreprise, j'aimerais ça être un peu plus au public parce que je m'ennuie puis je trouve ça plate, mais si je suis un peu plus au public, ça va changer ou ça peut être moins au public. Donc, vous voyez un peu la nature, certains ajustements. Donc, parfois, certains ajustements vont vous ramener un peu plus à un point d'équilibre dans votre travail, que ce soit un peu plus viable, un peu plus intéressant. Donc, ce n'est pas nécessairement parfois le travail qui ne vous intéresse plus, que vous n'aimez plus ça, c'est
Des fois, c'est des petits détails, c'est des irritants, c'est des agacements, mais avec des fois des ajustements, ça peut rentrer dans l'ordre ou en tout cas s'améliorer. Donc, ça, c'est une perspective qu'on envisage toujours avec les gens avant de dire, il faut tout, tu jettes par-dessus bord. Parfois, ça peut être, deuxième scénario, que j'appelle révision. Donc, c'est le maintien du métier, mais dans un changement d'environnement. Alors, là aussi, la personne peut dire, moi, je ne suis pas bien dans mon travail, je n'aime pas ça, je veux changer. Mais quand on se met à parler et échanger avec la personne, on se rend compte que la personne, finalement, elle n'aille pas son travail, elle n'aille pas ses tâches. C'est l'environnement qui est devenu, par exemple, empoisonné ou qui est devenu insupportable. Donc, à ce moment-là, souvent, c'est un changement d'environnement. Garder à peu près le même travail, mais aller travailler ailleurs. Alors, des fois, c'est ça aussi, l'option, la solution. Donc, souvent, c'est quand le climat est en cause ou que parfois que les ajustements qu'on a essayés n'ont pas donné les résultats escomptés. Troisième scénario, la révision, mais se spécialiser dans un aspect de son travail ou transférer ses compétences dans un autre domaine. Alors, ce que je pourrais appeler des fois, c'est de la mobilité verticale dans une entreprise. Donc, c'est pas nécessairement, encore une fois, de tout changer, mais c'est parfois d'être plus pointu par rapport à ce qu'on fait parce qu'on a de l'expertise pour être capable de faire quelque chose qui est un peu dans la continuité, un peu dans la même lignée de ce qu'on faisait, mais qui est un peu plus pointu, ou se spécialiser dans un autre aspect de son travail. Je veux dire, ça peut être en suivant une formation en entreprise, dans l'entreprise même, ça peut être en suivant une formation à temps partiel. Je veux dire, vous êtes secrétaire dans une entreprise, mais vous aimeriez faire plus du secrétariat juridique dans la même entreprise, faire des contrats et tout ça, bien, vous suivez une spécialisation ou vous formez en entreprise. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est un peu plus pointu. Donc, c'est un transfert de compétences dans un autre domaine. Et quatrième scénario, là, c'est un changement à 180 degrés, c'est une réorientation. Donc, après avoir fait le bilan, avoir pesé le pour et le contre, il n'y a plus vraiment quelque chose là, qui vous retient et qui vous nourrit dans cet emploi-là. Et il y a des gens vraiment, et des fois, c'est la solution, qui ont vraiment besoin de passer à complètement une autre étape. Des fois, ce sont des choix que... Il y a toutes sortes de cas là-dedans. Donc, des gens qui ont mis un choix en veilleuse plus jeune parce qu'ils voulaient répondre à des aspirations parentales, puis qui ont fait autre chose, puis qui n'ont jamais vraiment réalisé ce rêve-là, puis qui est toujours là. Donc, c'est un exemple là, des fois des gens qui ont fait une réorientation complète. Alors, ce sont tout ça pour dire que dans une démarche d'orientation, on regarde, ça c'est les 4 scénarios peut-être plus fréquents, plus classiques, là, mais on regarde là, la réalité de chaque personne, bien qu'il y ait des points communs, est à prendre en compte, en considération. Donc, merci Francis. On va regarder maintenant pourquoi ne pas changer. Alors, il y a des raisons qui peuvent justifier le fait de ne pas changer. Ça peut être des bonnes raisons, ça peut être des mauvaises raisons. On va regarder qu'est-ce qu'il en est. Donc, je vous propose dans un premier temps de prendre une petite seconde et de vous poser la question, quels seraient mes obstacles si je ressens un besoin actuellement de changer ou de faire le point? Quels seraient mes obstacles pour changer ou non? Donc, parmi les bonnes raisons de ne pas changer, ça revient un peu à ce que Francis présentait. Donc, j'ai simplement besoin, par exemple, d'un nouveau mandat ou de plus de variété dans mes tâches, de mieux adapter mon horaire et mes déplacements ou à ma vie de famille. Donc, la conciliation travail-famille, ça revient souvent dans les besoins. Ou encore de discuter du climat de travail avec mon employeur. Donc, ici, on parle des éléments de maintien ou de révision. Soit je change d'environnement, soit je négocie avec mon employeur des nouvelles conditions ou des nouveaux mandats. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de réorientation qui est nécessaire.
Par contre, en fait, pas par contre, mais c'est une démarche complexe, effectivement. Ça peut faire peur de faire face à l'inconnu. Donc, parfois, on va accepter de demeurer dans le même travail. Il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées qui me disent, ça fait des années que je pense à changer et je n'ai jamais consulté. Et là, c'est le mur, c'est le moment où je viens consulter parce que ça fait trop longtemps que j'y pense. Imaginez 10 ans avec un sentiment d'inconfort et ces 10 ans qui auraient pu être investis à réaligner également les possibilités. Comme Francis le mentionnait aussi, c'est peut-être plus difficile de faire des tournants plus on avance en âge. Ce n'est pas impossible du tout, mais disons qu'il y a des facteurs, plus de facteurs à considérer à ce moment-là. Donc, parfois, on peut avoir envie d'y aller, parfois avoir envie de reculer, d'où le fait de l'importance de faire un bon bilan, de faire le point, de voir ses perspectives, de prendre le temps d'analyser tout ça pour faire optimalement le meilleur choix. À quoi encore, Francis? Oui. Un mot donc sur l'indécision. Donc, toujours par rapport à pourquoi ne pas changer. Donc, l'indécision, ça fait partie de nous à différentes étapes, à différents moments de notre vie. Et ça se manifeste beaucoup dans le choix de carrière parce que c'est quand même lourd d'implications à tous égards. L'indécision, on la vit tous à différents degrés. Ici, ce qui est bon d'être sensibilisé, c'est l'indécision passagère versus l'indécision chronique. Donc, l'indécision passagère, ben, non seulement elle est normale, mais elle est saine aussi parce qu'elle nous permet de prendre du recul, elle nous permet de se questionner, elle nous permet d'avancer. Donc, c'est comme être arrivé à une intersection puis lire l'information comme il faut pour être capable de prendre la bonne direction quand il y a une intersection qu'on n'a pas vu venir nécessairement. Donc, l'indécision passagère, c'est relié à une situation précise. Donc, ça émerge comme ça par rapport à quelque chose qui arrive. Ça fait partie de la vie. Ça peut provenir d'un manque d'information ou de maturité. La personne est ouverte malgré l'incertitude, donc elle accepte cette indécision-là. C'est correct, sans être agréable, c'est là et on l'accepte. Puis elle revient sur sa décision si nécessaire. Donc, ça, c'est des points au niveau d'une indécision qu'on vit, qui est normal, puis qu'un peu tout le monde vit à différents degrés. Il y a des fois que c'est un peu plus criant, mais... Par contre, si ça se présente dans plusieurs sphères de notre vie, donc ça commence à être généralisé, cette indécision-là. Je n'ai pas juste de la misère à choisir un métier, mais j'ai de la misère à choisir quelque chose au restaurant, j'ai de la misère à choisir du linge. Bon, si ça se manifeste dans plusieurs secteurs, là, ça commence à être un peu plus questionnable, au même titre que si ça ne diminue pas, ça reste là, ça peut même augmenter ou ça reste en permanence. Les personnes vont éviter aussi les situations de décision. Ça également, ça montre que c'est une indécision chronique parce que là, c'est devenu très inconfortable, très anxiogène. Donc, troublé par l'incertitude. Et la personne demeure anxieuse, puis elle change d'avis plusieurs fois de façon compulsive. Donc, c'est un peu des fois de l'essai et de l'erreur. Donc, on change vite d'idée, puis fréquemment et constamment. Donc, devant des signes comme ça d'indécision chronique, il faut qu'il y ait une lumière jaune qui s'allume. Donc, ça veut dire que là, on a besoin d'aide. Souvent, c'est beaucoup relié à de l'anxiété, mais justement, quand c'est aussi relié à de l'anxiété, bien, le fait d'en parler, le fait de conscientiser des choses,
de se faire aider aussi là-dedans. Ça nous permet d'avoir une meilleure emprise par rapport à ces processus-là. Et après ça, ben là, il y a comme une baisse de tension là, et pour en venir vraiment être capable de prendre des décisions un peu plus mûres et un peu plus éclairées. Voilà. Quelques risques à éviter? Oui. Veux-tu continuer? Oui. Bien, quand on parle aussi de ne pas changer, il y a souvent des éléments qui font en sorte qui nous permettent de ne pas changer, mais pas nécessairement à notre avantage. C'est souvent le cas de la procrastination ou l'implication dans de nombreuses activités et tâches qui font diversion. Alors, plutôt de s'attaquer vraiment à notre crainte de changer, puis qu'on doit changer, c'est toujours là un petit peu en sourdine, c'est toujours un peu en arrière-plan, mais on l'occulte un peu en faisant d'autres choses, en retardant, donc en procrastinant. Donc, ça, c'est un certain piège là, qui est à éviter. Donc, si vous vous sentez un peu là-dedans, ben, ça aussi, ça allume une lumière jaune. La dévalorisation des options rejetées pour éviter l'anxiété puis liée à l'abandon de ces options. Donc, c'est plus facile de se donner bonne conscience dans ce qu'on a décidé de mettre de côté et on va dévaloriser ça comme si on vient de sauver la mise, donc on va dévaloriser ce qu'on a mis de côté pour faire baisser notre anxiété, puis un peu se déresponsabiliser par rapport à ça. On peut avoir aussi tendance à exagérer certains éléments pour faire pencher la balance ou rendre la décision impossible. Donc, on va, malgré soi, un peu grossir les choses, les mettre pires qu'elles sont, justement pour être capable de se dégager, puis pas avoir à prendre de décision, et donc pas s'engager ou ne pas changer. Ça aussi, c'est une pelure de banane des fois qu'on se jette à soi-même. La remise à quelqu'un d'autre de la responsabilité de décider et donc du pouvoir sur son avenir. Ça, moi, j'ai entendu ça quand même pas mal souvent. Donc, on ne me voit pas là-dedans. Donc, c'est souvent à cause des autres qui nous mettent on dit que c'est un frein qu'on se met à souhait, mais on pense que c'est les autres qui nous préviennent ou qui nous empêchent de faire un choix. Donc, la responsabilité est mise sur les autres et au détriment de sa propre responsabilité. Et la délégation a un pouvoir magique, le destin, puissance supérieure, les voyants. Donc, les choses, la pensée magique, les choses vont arranger le temps. Il va arriver telle chose. Donc, je vais avoir ma réponse. Donc, encore une fois, c'est de se désinvestir, de se déresponsabiliser dans son propre devenir, dans ses propres choix, parce que ça nous concerne, c'est à nous qui doit avoir la mainmise là-dessus, mais là, on s'en remet à des choses qui vont arriver. La vie va arranger ça, j'envoie ça dans le cosmos, les choses ne s'arrangeront pas tout seul comme ça, c'est où je vais gagner à la loterie, puis j'aurai plus besoin de travailler. Je caricature, c'est un peu gros, mais des fois, des choses un petit peu plus... on procrastine, on met ça de côté en se disant que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Alors ça, c'est aussi un piège à éviter. Merci. Et maintenant, que faire concrètement? Qu'est-ce qu'on vous recommande? Donc, si vous êtes dans une des situations qu'on a abordées aujourd'hui, si vous êtes en transition professionnelle ou que vous souhaitez vous donner du temps pour faire le point, d'emblée, on va mettre des conditions favorables en place. Donc, de prendre le temps. Prendre le temps de faire le point personnellement et professionnellement. Pas évident à faire toute seule, mais il y a des professionnels qui existent pour ça. Les conseillers en orientation, les conseillers en emploi peuvent vous accompagner.
Oser demander justement de l'accompagnement d'un conseiller d'orientation. On va parler des services qui sont disponibles tout à l'heure, comme je vous parlais, les services gratuits et payants. En parler à ses proches pour obtenir leur appui ou leur rétroaction. Donc, d'en partager avec son réseau. Parfois, j'ai souvent rencontré des gens qui étaient gênés de vivre une situation de questionnement professionnel ou de transition professionnelle. Par contre, ça humanise que d'en parler. Les gens, on parle un peu du jugement qu'on pourrait apporter sur leur situation, mais c'est tout à fait normal de vivre ce genre de transition professionnelle-là. Donc, n'hésitez pas à en parler ou en parler avec des gens de confiance. De se renseigner sur soi. Comme on a dit, l'examen, la première étape, c'est vraiment de faire un petit gros bilan personnel pour en savoir davantage sur soi. Chose qu'on ne fait pas souvent, de s'arrêter pour s'occuper de soi. De se renseigner sur le marché du travail, sur le monde de la formation qui foisonne. Pardon. En consultant plusieurs sources, donc des sites Internet, des documents, des organismes, des entreprises et des établissements d'enseignement. Pardon, petit problème technique. Ça va? Donc, des individus qui pratiquent le métier envisagé. Donc, on encourage les gens, il y a des sites web qui existent pour aller discuter avec des professionnels dans un domaine en particulier. Il y a les journées élèves d'un jour également à travers différents établissements scolaires qui peuvent vous permettre de mettre les deux pieds un peu plus proches de la réalité du métier. Et finalement, en organisant toute cette information-là pour pouvoir voir les perspectives. Alors, les gens qui viennent nous consulter, souvent, ils arrivent dans le brouillard et leur besoin, c'est de faire de la clarté. Leur besoin, c'est de mieux voir les perspectives professionnelles. Ils sont dans un carrefour de leur vie et donc, on peut vous permettre de faire ce bilan-là. Si on se méfie de certains pièges, est-ce que tu me permets de continuer, Mme Francis? Oui, vas-y. Oui. OK. Donc, c'est d'aller faire une profession ou un domaine qui est en demande, même si je n'aime pas trop ça. Le travail, on y passe vraiment une grande partie de la journée. Si on aime plus ou moins ça ou qu'on y va pour la paie ou pour des facteurs extérieurs à soi-même, il est possible que ce soit un peu éreintant venu après quelques mois, quelques semaines de travail. Donc, de trouver un travail qui est en adéquation avec ce qu'on aime faire et qui, en plus, peut permettre des bonnes conditions, on vous encourage dans cette direction-là. De compter uniquement sur le financement de l'État pour retourner aux études. Donc, pour le financement des études, bien sûr, il y a les prêts et bourses du gouvernement. Il y a du financement qui est possible avec Service Québec pour les formations de courte durée. Toutefois, bon, il y a certaines personnes à certaines occasions qui n'ont pas le choix, toutefois, de compter uniquement sur le financement de l'État pour le retour aux études. Il faut vraiment bien évaluer la situation au niveau des ressources et des contraintes. Se fier uniquement aux commentaires entendus sans aller vérifier l'information à la source. J'ai rencontré également beaucoup de gens qui se fient justement sur la vie de l'un et de l'autre ou qui encore essaient un programme, un autre, sans nécessairement faire les démarches d'information préalables qu'on recommande pour vérifier. C'est beaucoup de temps et d'argent qui sont investis pour faire des allers-retours, finalement, là, qui ne sont pas toujours payants. De manquer de confiance en sa capacité à réussir, donc le sentiment d'efficacité personnelle, si parfois c'est votre cas, c'est possible de travailler à ce niveau-là aussi, d'aborder ces questionnements-là en orientation pour rétablir cette estime, cette confiance-là en soi qui est nécessaire pour aller de l'avant. Le conseil en orientation aussi peut vous permettre d'identifier c'est quoi votre zone d'efficacité personnelle. On n'a pas tous le sentiment d'efficacité personnelle à la même place, dans les mêmes types de tâches. Donc, ça, c'est important également à vérifier. Et les mais, c'est-à-dire se centrer majoritairement sur les inconvénients possibles d'un choix pour ne pas passer à l'action, finalement. Voilà. Donc, ça fait le tour. Et finalement, comment est-ce qu'on se fait accompagner? Où est-ce qu'on trouve un conseiller, une conseillère d'orientation? Les services se sont méconnus. Souvent, les gens vont nous dire, ben oui, les conseillers d'orientation sont à l'école secondaire.
Par contre, il y a plusieurs services qui sont offerts. Donc, dans les établissements d'enseignement, hein, si vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement, il y a des conseillers d'orientation qui peuvent vous recevoir, évaluer votre situation, vous accompagner, vous référer au bon endroit aux besoins. Dans les organismes communautaires d'aide à l'emploi, donc d'aide à l'employabilité, il y a des services qui sont en lien avec Service Québec. Donc, les services gratuits, vous pouvez les trouver dans les établissements d'enseignement, dans les organismes communautaires d'aide à l'emploi en lien avec Service Québec. Donc, vous pouvez consulter un agent d'aide à l'emploi aussi au bureau de Service Québec qui va évaluer votre situation, qui va vous référer au bon service. Et il y a une tranche de population qui ne sont pas touchées, qui ne sont pas couverts par les services d'orientation. Donc, il y a la pratique privée également. Vous pouvez consulter le site de l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec, où on a un répertoire des CO en pratique privée. Donc, pour avoir le financement et les services gratuits avec Service Québec, il faut avoir certaines conditions, soit être sur l'assurance emploi, sécurité du revenu, avoir une situation précaire. Votre situation doit être évaluée par un agent d'aide à l'emploi. Pour avoir accès aux services dans les établissements d'enseignement, normalement, il faut être inscrit à l'établissement d'enseignement. Et sinon, vous avez l'option pratique privée. La pandémie a permis la pratique en ligne également. Donc, ça permet peut-être une meilleure accessibilité encore. Oui. Un petit mot, Annie, j'en ai parlé en début, mais là, il y a peut-être une nouvelle personne. C'est sûr que vous avez sur le site du Salon d'emploi virtuel, donc toutes les ressources au Bas-Saint-Laurent, peu importe la MRC dans laquelle vous êtes, pour les services d'orientation avec les coordonnées téléphoniques. Aussi, je reviens aussi qu'il est possible de chatter jusqu'à 7 heures aujourd'hui avec un conseiller d'orientation. On se relaie, là, on va être en ligne. Et également, pour la présentation qui se termine, je sais que ça a été enregistré, puis ça va être encore disponible sur le site là, pour la semaine, je pense, Annie. Donc, oui. Ouais, donc, s'il y a une personne que vous connaissez qui dit ben, j'aurais aimé ça voir telle chose, ben, elle pourra toujours retourner et y avoir accès. Excellent. Donc, avant de passer à la période de questions, on ramasse tout ça en bref. Donc, savoir pourquoi changer aide à savoir quoi et comment changer. Faire le point sur soi est essentiel et sur le monde également, le monde du marché du travail, le monde des formations, notre rapport au monde, etc. Développer sa détermination avec du soutien si nécessaire. Hein, donc, le fait de structurer les perspectives professionnelles, les perspectives de formation, ça permet de faire des choix plus éclairés, plus en conscience des ressources, des contraintes et qui peuvent nous accompagner dans notre parcours. Et on vous encourage bien à venir nous rencontrer. On est des gens très ouverts et très courtois. Donc, on va passer à la période de questions. Francis, dis-moi donc, je vais essayer d'aller dans le chat parce que c'est de cette manière-là si vous êtes à l'aise, vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro. Toutefois, la rencontre est enregistrée. Donc, votre binette va être visible sur l'enregistrement. Si vous êtes moins à l'aise, on vous encourage de poser des questions dans le chat. Francis, j'ai besoin de toi un petit peu pour me dire, est-ce que si je sors de la présentation, est-ce que vous allez me perdre en quelque sorte? Donc, on revient ici. Vous voyez tout l'interface Zoom à ce moment-ci? Est-ce que tu vois l'interface Zoom, Francis? Oui, oui. Oui, parfait. OK, donc on va rester ici. Plus besoin de voir la présentation de toute façon. Je ne sais pas, il nous reste quelques personnes seulement. Donc, on nous dit merci, ce fut très intéressant. Pas de questions. Jen? Merci à vous. Merci à vous, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il nous reste 3 personnes en plus de Diane. 2 personnes. Donc, je crois qu'on n'aurait pas de questions pour les gens qui ont assisté. Je crois qu'on a eu une dizaine de personnes.
Alors, on va se quitter comme ça, puis on pourrait se rappeler, là, Francis, pour se faire un petit bilan. Lucie dit pas de questions non plus. Merci à tous. Les deux très pertinents. Merci, Lucie. Bon commentaire, merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée. Diane Bussonnel qui dit merci beaucoup, au plaisir, bye bye. Donc, merci beaucoup, Diane. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement.